Souvenez-vous, c'était le 1er décembre à Dakar. Ce jour-là, les Sénégalais, pour la première fois depuis leur indépendance, votaient pour se choisir une Assemblée nationale et un président de la République. Un seul candidat, Léopold Sédar Senghor, homme politique et poète, chef de l'État depuis 1958. Une liste officielle, celle de son parti. L'opposition a choisi un autre terrain, son terrain, la rue. Une manifestation groupant plus de 10 000 personnes se forme dans la Médina. Des cris fusent de toutes parts, à bas Senghor, tous au palais. Soudain, des éclatements sourds de grenades offensives, des rafales de mitraillettes et de fusils mitrailleurs, la foule s'égaye dans toutes les directions. Qui a tiré le premier, on ne le saura sans doute jamais. Mais le bilan est lourd au soir de cette journée, 40 morts, 250 blessés. Monsieur le Président, ce doit être une grave décision que celle de donner l'ordre de tirer sur une foule, même de manifestants. J'aurais pu vous retourner la question et vous dire, demandez cela à l'opposition qui a commencé par faire tirer sur le service d'ordre. Le service d'ordre avait des instructions pour ne tirer qu'en cas de dernière extrémité, que si elle était en état de légitime défense. C'est ce qui s'est produit. Les manifestants qui étaient de chômeurs et dont la plupart n'étaient pas des Sénégalais ont tiré sur le service d'ordre. Après les sommations, le service d'ordre a été obligé de tirer. Vous savez combien l'exercice de la démocratie est difficile en Afrique, mais tant que je serai là, je tâcherai de maintenir la démocratie. Dakar est pourtant habituellement une ville sans histoire. Ancienne capitale de l'Afrique occidentale, c'est une métropole de 400 000 habitants au milieu de laquelle se dressent fièrement des immeubles à allure de gratte-ciel. C'est une ville qui, à première vue, ne respire pas la pauvreté. Magasins de luxe, architecture moderne, c'est un morceau d'Europe transplanté sur la côte africaine. Mais Dakar, c'est aussi cela. Une médina où s'entasse misérablement une population africaine qui ne cesse de se multiplier à une cadence effarante. Des paillotes et des baraques faites de paille, de terre, de bois, de tôle, toutes de briques et de brocs, à l'image de tous les bidonvilles. C'est un terrain d'élection pour les agitateurs professionnels, une réserve inépuisable pour n'importe quelle aventure dont les chômeurs constituent les commandos de choc. Depuis longtemps, Senghor et son gouvernement ont compris d'où venait le danger. Leur but, donner du travail à tous, réduire cet abcès qu'est la Médina. Sous l'égide d'une société d'État, la SICAP, une banlieue populaire mais moderne, s'est créée en même temps que disparaissait tranche par tranche les taudis de la Médina. Les Africains y sont relogés dans des pavillons agréables, à des conditions financières défiant sans doute toute concurrence. 10 000 francs de loyer par mois pour accéder en 10 ans à la propriété. Dans 7 ans, toute la Médina aura été remplacée par cette cité-jardin. Mais malgré les efforts du gouvernement, reste entier le problème du chômage et son corollaire, la mendicité. Les petits Africains y sont passés maîtres. Leur tactique prend d'ailleurs un aspect parfois pittoresque. Voilà ce qui se passe lorsque vous désirez garer votre voiture sur une plage. Et pour quelques pièces de plus, vous aurez même droit à une poésie récitée avec un accent inimitable. Labourez ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureux s'entend sa ma poche qu'elle, si venez ses enfants et leur par la santé moins. Gardez-vous d'habitude, devant de l'héritage que nous sont laissés nos parents. Un trésor est caché là, mais je ne sais pas l'endroit. Un peu de courage, vous le ferez trouver. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez ni place où la main passe et repasse. C'est tout? Oui. C'est de qui le laboureur et ses enfants? Hein? C'est de qui, tu sais? Victor Hugo. Très bien. La misère des quartiers pauvres forme un contraste étonnant non seulement avec les belles villas de la ville européenne, mais aussi avec les immeubles administratifs. Le palais de justice, l'Assemblée nationale, le centre administratif. Tout cela a été construit grâce à l'aide de la France.
Monsieur le Président, en 1958, un pays a dit non à la France. On a dit à ce moment-là qu'il divorçait d'avec la France. Vous et un certain nombre d'autres pays africains avez choisi, un peu plus tard, la séparation. Mais une séparation dont on a dit à l'époque qu'elle était assortie, si vous me permettez le terme, d'une pension alimentaire. Les Français se demandent quelquefois pourquoi donner tout cet argent aux États africains. Vous, chef d'État africain, pouvez-vous leur répondre? Je vous répondrai que tout pays africain touche une pension alimentaire, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest. Et je pense que l'expérience de ces dernières années a prouvé que les États européens, par rapport à nous, avaient à peu près la même politique. Objectivement d'ailleurs, je le reconnais, et j'en suis reconnaissant à la France. C'est la France qui, par tête d'habitants, dépense le plus pour l'aide aux pays sous-développés. Je pense que cette aide est dans la nature des choses et que c'est justice. Il y a un genre humain. Donc, il y a une solidarité humaine. Les nations les plus développées doivent aider les nations les moins développées. D'ailleurs, il ne suffit pas de toucher une aide importante de l'extérieur. Encore faut-il savoir utiliser cette aide, et c'est pourquoi le Sénégal a préféré aller progressivement à l'autonomie, puis à l'indépendance. Et les résultats sont probants. Voyez notre développement, voyez notre revenu par tête d'habitant comparé aux autres États. Par exemple, le Sénégal dépense pour l'enseignement et la santé plus de 8 milliards de francs CFA, c'est-à-dire plus que le budget total de chaque pays africain francophone, sauf la Côte d'Ivoire, le Cameroun et Madagascar. Le Sénégal est un pays à majorité musulmane. Autour de la mosquée, le vendredi, en pleine rue, des milliers de fidèles se prosternent à l'appel du muezzin. Et ce n'est pas un des moindres paradoxes de cette terre de l'islam que son président, Léopold Senghor, soit un catholique convaincu. Ses adversaires essaient d'ailleurs d'attiser le fanatisme religieux des musulmans contre cet infidèle. Leur slogan, c'est la croisade du croissant contre la croix. Depuis 18 ans que j'ai fait de la politique, on a toujours certains, une petite minorité, a toujours employé cet argument contre moi, mais cela ne me gêne pas du tout. Mais parce que demain, on reprochera au président de la République d'appartenir à telle race, à telle caste, à telle région, les adversaires trouvent toujours quelque chose à dire. Le plaisant, c'est que ceux qui emploient cet argument se disent souvent des marxistes-léninistes. D'ailleurs, un des plus fidèles supporters du président Senghor n'est-il pas le pape des musulmans d'Afrique noire, El Hadj Falilou Mbacké, calife des Mourides, grand imam d'une des plus belles et des plus imposantes mosquées du monde avec son minaret de 90 mètres, la mosquée de Touba, lieu saint de l'Afrique islamique. Vous pouvez maintenant, Monsieur Colomès, le calife a fini la lecture de quelques versets du Coran. Il est maintenant à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. On dit au Sénégal que le calife des Mourides est le supporter numéro 1 du président Senghor. Or, c'est étrange, un calife musulman, supporter d'un président catholique. Pour le calife, la politique ne se mêle pas à la religion. Il est musulman, il est le chef de la plus grande confrérie religieuse en Afrique noire, musulmane comme vous dites, et le président Senghor, évidemment, est catholique. Mais le calife ne s'intéresse pas au président Senghor parce qu'il est catholique, il s'intéresse à lui surtout parce qu'il pense que dans le domaine de la conduite des affaires du pays, le président Senghor est le plus apte, le plus capable
Et pour le Khalife, les intérêts supérieurs du Sénégal sont au-dessus de toute considération. Évidemment, nous n'allons pas demander au président Senghor de diriger les affaires spirituelles des musulmans. Ce qu'on demande au président Senghor, ce n'est pas sa religion, c'est de conduire le Sénégal sur la voie du progrès, de la paix et de la liberté. Et surtout, tout cela dans le respect des valeurs traditionnelles et spirituelles. Un certain vent de bouleversement souffle depuis quelque temps sur l'Afrique et surtout sur les dirigeants qui ont amené leurs pays respectifs à l'indépendance. Regardez M. Sylvanus Olympio, l'Albé Fulbert Youlou au mois d'août, récemment M. Hubert Maga. Vous n'êtes pas inquiet, vous, président Senghor? Inquiet, je suis inquiet pour l'Afrique en général, car l'Afrique a besoin de stabilité. Pour moi, il y a longtemps que j'ai choisi de vivre dangereusement. Le problème pour moi, ce n'est pas de vivre, j'ai 57 ans, j'ai fait ma vie. Le problème, c'est que mon pays vive, et c'est là l'essentiel. Et c'est ce à quoi je m'emploie. Au pays du président Senghor vivent aussi un grand nombre de Français. Dakar seul en compte 25 000. Cohabitant sans problème avec la population africaine, ils sont passés sans effort de l'époque coloniale à l'indépendance. Mais comme tous les Français d'outre-mer, l'avenir les préoccupe. L'indépendance, ça n'a rien changé pour vous? Non, l'indépendance n'a rien changé pour moi. Pour moi, personnellement, absolument rien. Sinon, au début, peut-être un coup de frein dans les affaires. Puis alors, une ambiance qui n'était peut-être pas très assurée. Les gens étaient un peu inquiets, se demandaient de quoi demain serait fait. Maintenant, tout ça a l'air de rentrer dans l'ordre. En fait, on a l'impression qu'à Dakar, tout se passe comme si on avait remplacé le gouverneur français par un chef d'État africain. Oui. Mais que pour le reste, rien n'a changé. Pour le reste, absolument rien. C'est notre position de Français d'exactement ce qu'elle était autrefois. Pour vous, après Senghor, c'est le déluge? Non. Non, je ne crois pas, mais enfin, nous savons ce que nous avons, nous voulons le garder. Non, je ne pense pas qu'après moi, ce sera le déluge. Il y a des Français dans les autres États africains où il n'y a pas de Senghor.